Nous allons maintenant débattre de nos points de vue sur la future relation Union européenne-Royaume-Uni. Et je donne sans plus tarder la parole à François-Xavier Bellamy pour nous présenter son projet d'avis. Je vous rappelle que nous n'avons qu'une heure pour traiter ce sujet. Donc, Monsieur Bellamy, vous avez la parole. Vous n'avez pas de limite de temps, mais si vous pouvez le faire sans trop dépasser 5-6 minutes, ce serait bien. Les orateurs auront ensuite, pour les rapporteurs fictifs, 3 minutes. Monsieur Bellamy, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant tout, j'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos familles dans cette période difficile. Je sais que certains d'entre vous sont frappés plus directement par cette épidémie et je profite de l'occasion pour vous dire de tout cœur mon soutien dans cette épreuve pour ceux qui vivent un deuil ou la maladie d'un proche. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous évoquons ensemble, malgré la distance, un enjeu important pour la construction de notre relation future avec le Royaume-Uni, c'est l'enjeu de la pêche, qui, nous le savons bien, n'est qu'un enjeu parmi d'autres, mais qui est un enjeu absolument emblématique. Et la preuve de cela, je voudrais m'autoriser un tout petit retour en arrière, c'est que la pêche a été, vous le savez, la cause de bien des conflits européens dans l'histoire entre le Royaume-Uni et ses voisins. À la fin du règne de la reine Élisabeth Ier, les pêcheurs, notamment les pêcheurs hollandais qui accédaient largement aux eaux britanniques, se sont vus refuser cet accès. En 1609, le roi Jacques Ier promit d'expulser tous les navires étrangers de ces eaux. Et le juriste John Selden avait à l'époque actualisé le concept de droit maritime de mare clausum contre les théoriciens du mare liberum. Tout cela pour vous dire que ce débat qui date finalement de l'Empire romain ressurgit aujourd'hui. Cette question de l'accès aux eaux a conduit à la plupart des conflits anglo-hollandais, anglo-français pendant les siècles qui ont suivi. Et elle est restée bien sûr un enjeu important jusqu'aux guerres de la Morue qui ont mis à l'épreuve l'unité de l'Europe occidentale pendant la guerre froide et jusqu'aux tensions toutes récentes, malheureusement, auxquelles nous avons assisté entre des bateaux de pêche, notamment en Manche. Tout cela pour vous dire donc que le sujet est important et que bien avant la politique commune de la pêche, les nations européennes s'en étaient préoccupées pour mettre en œuvre des accords pour partager leurs eaux et pour éviter ces conflits. À la suite du Brexit, pour lequel cet enjeu n'a pas été mineur, nous sommes maintenant sur le point de reprendre de nouveau ce problème. Nous voulons maintenant le résoudre avec exigence, mais en même temps avec un esprit de conciliation, parce que, contrairement à ces longues périodes de guerre qui ont marqué notre histoire, eh bien, nous réaffirmons que les Britanniques sont nos partenaires et qu'ils sont nos amis, quelle que soit l'issue de ce référendum sur le Brexit. C'est d'abord pour éviter tout conflit et toute résurgence de ces tensions destructrices entre les acteurs de la pêche qu'il nous faut impérativement trouver un accord au bénéfice de tous. Si les tensions sont tellement vives, c'est parce que, je voudrais le rappeler, l'enjeu est décisif pour de très nombreuses personnes qui regardent aujourd'hui l'action de notre Parlement, des institutions européennes, tous ceux dont l'emploi, dont les ressources, dont les familles, dont les territoires pourraient être directement touchés. Près de 40% des poissons qui sont pêchés en Europe le sont dans les eaux britanniques. Pour certaines régions parmi nos pays, ces eaux représentent jusqu'à 75% de l'activité de pêche, 75%. Et ces régions, disons-le, elles comptent parmi les plus importantes de tout le secteur halieutique en Europe. Il y a des flottilles européennes qui dépendent totalement de l'accès aux eaux britanniques parce que, vous le savez, plusieurs espèces ne sont présentes que ou presque que dans les eaux britanniques. Au total, donc, on peut mesurer qu'en cas de fermeture complète de ces eaux, les pêcheurs de toute l'Union européenne perdraient 30% de leurs revenus. Il faut rappeler que l'Union européenne est le premier marché en valeur sur les produits de la pêche et de l'aquaculture et que ces activités représentent plus de 250 000 emplois directs, sans compter bien sûr les emplois indirects qui sont très nombreux et qui sont difficiles à comptabiliser. Cette chaîne de valeur, nous le savons bien, cette activité, elle est déjà très éprouvée par la crise actuelle du coronavirus et ses conséquences. Nous l'avons évoqué ensemble dans les mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre et il est donc absolument décisif de pouvoir la préserver. À l'inverse, évidemment, 70% des produits de la pêche britannique sont exportés aujourd'hui sur le marché européen. Donc soyons clairs, si nous ne parvenons pas à un accord, nous allons détruire beaucoup de valeurs, des emplois et abîmer profondément le tissu social des territoires littoraux dont la pêche et les métiers de la mer sont encore l'âme.
Et c'est aussi d'ailleurs, et c'est le second point que je voulais évoquer avec vous, c'est aussi la mer elle-même qui est en jeu et la vie des espèces que nous devons préserver. Depuis près de 50 ans maintenant, la politique commune de la pêche et ce qui l'a précédé a permis, dans tous les pays concernés, la mise en place de conditions optimales pour que le développement de la pêche n'empêche pas la gestion durable des espèces et des ressources. C'est évidemment une obligation fondamentale pour nous envers les générations futures. Et ceci, nous l'avons d'ailleurs abordé ce matin dans le débat qui a précédé sur la directive contrôle. Même s'il y a des progrès à faire, bien sûr, au sein des pays européens, malgré tout, aujourd'hui, avec l'implication de tous les acteurs de la filière et des pêcheurs en premier lieu, nous pouvons dire que nous avons aujourd'hui le modèle le plus exigeant au monde pour le respect de la biodiversité, pour la surveillance et la protection des espèces, pour le respect des écosystèmes. Et c'est pour cette raison-là que j'ai cru essentiel de mettre au centre de notre rapport la question écologique, parce que ce rapport doit souligner, je le cite, l'importance d'une gestion de long terme des ressources qui soit fondée sur le respect des principes de la politique commune de la pêche, tels que le rendement maximum durable et les mesures techniques qui ont permis jusqu'à présent d'améliorer l'état des stocks de poissons. Si nous ne parvenons pas là aussi à un accord exigeant sur ce sujet, alors nous le savons très bien, nous pourrions retourner à une course au volume qui déstabiliserait en profondeur les espèces et les écosystèmes que jusque-là, avec les Britanniques, nous avions réussi à préserver par une politique exigeante sur la question écologique. Pour toutes ces raisons, nous sommes, j'en suis sûr, au sein de notre commission de la pêche, absolument unis autour d'un principe fondamental, un principe que ce rapport veut graver dans le marbre. Aucun accord global ne doit pouvoir être conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni s'il n'intègre pas un accord complet sur la pêche, un accord équilibré de long terme qui permette la poursuite de l'accès aux eaux et aux ressources et le maintien de ces règles communes exigeantes pour la protection des espèces. Nous devons, je crois, et je terminerai par là, être absolument unis autour de ce principe. Unis au sein du Parlement, quelle que soit notre couleur politique, il s'agit là d'un sujet d'intérêt vital pour la pêche en Europe. Et cette unité est requise pour que nos négociateurs puissent être efficaces dans leurs discussions avec leurs partenaires, avec nos partenaires britanniques. Unis aussi avec la Commission et avec les équipes de Michel Barnier qui, en lien avec le commissaire Sinkevicius, a mis au centre de la négociation qu'il mène cette conditionnalité d'un accord sur la pêche. Et je crois que nous pouvons lui dire notre reconnaissance pour cela, pour l'attention essentielle qu'il a accordée à ce sujet dès le début. Tous nos pays sont concernés. Tous nos pays, parmi les 27, sont concernés par le fait que cette activité économique de la pêche pourrait être profondément déstabilisée, que ce soit d'une manière directe ou indirecte par les effets de report d'activité qui se produiront si nous ne parvenons pas à un accord, mais aussi par le fait que, tout simplement, c'est notre indépendance alimentaire qui est en jeu. Nous voyons à l'occasion de la crise actuelle que cette résilience est fondamentale, et puis par cette nécessité écologique qui nous engage tous comme un devoir fondamental. Et puis nos pays sont tous concernés aussi parce que nous le savons, ce sujet sera l'occasion de mettre à l'épreuve la solidarité des 27 dans la négociation. Face à toutes les tentatives de division, il y a là, je crois, un enjeu majeur. Nous devons, avec la Commission de la pêche, réaffirmer au sein du Parlement cette condition fondamentale qui nous unit autour des équipes de Michel Barnier dans la négociation qu'il conduit. Ce rapport est important et le vote que nous allons faire ensemble sera décisif parce que nous sommes en train de fixer la position du Parlement sur cet accord à venir. C'est donc un message fort que nous envoyons aux négociateurs. La conditionnalité que nous fixons guidera notre vote lorsqu'il s'agira de ratifier un accord et nous envoyons ainsi, en fixant nos conditions, un message à la fois serein et paisible, mais en même temps clair et ferme à tous les partenaires dans la discussion difficile, nous le savons, qui est en cours. Parce que nous devons être unis, j'ai tenté de créer les conditions de cette unité dans le processus de préparation de ce rapport. J'ai commencé par contacter, dès lors que j'ai été nommé rapporteur permanent sur ce sujet, tous nos collègues shadow rapporteurs des autres groupes politiques et je voudrais les remercier de leur contribution, de leur présence, jusqu'à encore la discussion sur les amendements très constructifs et nombreux qui ont été déposés et sur les propositions de compromis auxquelles nous sommes en train de parvenir.
évidemment, cet accord ce rapport sera important. Il est important aussi qu'il reste concis pour pouvoir être intégré au travail plus global que mènent nos collègues des commissions AFET et INTA. Mais je crois que nous devons pouvoir garder au sein de notre commission de la pêche cette unité qui s'est manifestée tout au long des étapes précédentes et dont je voudrais remercier encore nos collègues. Je termine en remerciant évidemment Michel Barnier et ses équipes pour leur disponibilité constante dans ce travail depuis le tout début de cette préparation. Remercier, je le disais, tous nos collègues shadow rapporteurs des autres groupes. Et puis, avec l'équipe de notre groupe, Gabriel Matteau, Francisco Miamon, qui m'ont fait confiance pour mener ce rapport important, ainsi que l'équipe, mon équipe qui m'a accompagné dans cette préparation. Et je termine en disant à tous les pêcheurs, à tous ceux qui sont dans les filières de la pêche, de l'aquaculture, du mariage, à tous les acteurs de cette chaîne de valeur à laquelle nous tenons tant et de cette activité que nous voulons préserver et continuer de servir, je voudrais leur dire que dans cette période d'incertitude, ils peuvent compter, j'en suis sûr, sur notre commission et que nous sommes plus que jamais à leur côté. Merci, Monsieur le Président. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci à tous.